Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Lemont et je vous souhaite la bienvenue dans cette semaine dans Dautré pour l'émission de 24 janvier 2021. Donc, durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc, à l'affiche cette semaine, une entrevue avec Hugo Bellefort, qui est photographe et comédien. Il interprète le nouveau personnage de Florent Chevron dans la série Les Pays d'en haut. Entrevue avec Roxane Gariepi de l'Institut de coiffure à domicile du Canada qui nous présente les nouveaux produits de coloration professionnelle à domicile. C'est une boîte pour emporter qui se nomme Go Brenda. Le préfet de la MRC d'Autrey et maire de Saint-Didas, M. Yves Germain, revient sur la séance du Conseil du 13 janvier. Entrevue avec Vicky Violette, qui est directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Nodière, avec qui nous abordons plusieurs sujets, dont le premier Forum national de l'action climatique qui aura lieu du 25 au 29 janvier. Madame Anne-Marie Picard, qui est directrice générale du Comité régional pour la valorisation de l'éducation, le CREVAL, nous parle de leur nouvelle plateforme extra pour les jeunes pour les journées de la persévérance scolaire. Donc, le CREVAL propose un trio extra chaque semaine jusqu'au 22 février qui comprend un message, une vidéo et un outil sur une thématique mise à l'avant. Rappelons que cette année, ce n'est pas une journée de la persévérance scolaire, mais bien 6 semaines. Et il va y avoir aussi une entrevue avec M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, qui nous parle de la rentrée parlementaire qui aura lieu le 25 janvier. Et nous faisons aussi l'état de la situation de COVID-19 dans la région de la Nodière. Donc, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles quotidiens. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré. Sur ce, bonne émission et bonne semaine. Parfait. Okay. En fait, je viens d'un petit village là, de comme 4500 habitants sur la rive sud de Montréal. Puis, rien me poussait vraiment à aller vers le jeu, pas du tout. Là. Mon père est très manuel, ma mère travaille pour la municipalité. Il n'était pas du tout dans ce milieu-là. Puis, ce qui m'a poussé, en fait, à aller vers le jeu, c'est un peu drôle, c'est au secondaire où j'ai été, il y a comme une option théâtre qui était beaucoup, en secondaire 5, c'était la grosse affaire. T'sais. Puis il y a un de mes amis de l'époque qui me demande en fait à chercher quelqu'un pour l'aider dans ses auditions. Puis elle voulait que, en fait, un ami la suive un peu dans ce programme-là. Fait qu'elle m'a demandé de l'accompagner. Puis c'est ça, au départ, j'étais comme le théâtre, je suis pas sûr, ça a l'air plate, ça. Puis finalement, elle m'a convaincu en me disant que dans ce cours-là, il y avait moins de devoirs. Ce qui fait que je me suis laissé tenter. Puis finalement, j'ai vraiment adoré ça. Ce qui fait que ça a comme continué. Après le secondaire, en fait, j'ai fait un cégep en théâtre. Puis après ça, je suis rentré au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Mon Dieu, c'est venu au fil du temps. À peu près en même temps, en fait, que le théâtre au secondaire, à ma fête de 17 ans, 16 ans ou 17 ans, je pense, je me suis acheté un appareil photo. Parce que je sais vraiment pas pourquoi. Là. Ça a été comme une envie du moment. Puis ça s'est avéré être une bonne chose finalement, parce que j'en vis aussi maintenant. Mais c'est ça. Fait que, ce qui est parti comme un hobby, en fait, à la base, à la sortie du Conservatoire de Montréal, j'ai commencé en fait à avoir des contrats de photos, justement des contrats de photocasting pour d'autres comédiens que je connaissais de l'école. Après ça, ça a été des affiches pour des shows de théâtre, de compagnies théâtrales, de la relève, des amis, du monde que je connaissais. Puis là, ben, de fil en aiguille, en fait, je me suis fait référer. Puis là, maintenant, j'ai un studio photo à Montréal. Puis quand, mettons, mon métier de comédien est plus tranquille, ben là, la photo reprend du dessus. Fait que c'est comme, ça s'échange vraiment bien entre le comédien et le photographe. Fait que je touche du bois pour ça. J'aurais de la misère à choisir entre les deux parce que les deux amènent pas la même chose. Il y a le côté comédien qui là, me permet d'aller dans des zones où dans la vie de tous les jours, j'irais jamais. Là. Je veux dire, je vis pas, mettons, en 1880, ce qui fait que je pourrais pas aller où les pays d'en haut m'ont amené. Mais d'un autre côté, le côté photographe me permet aussi de créer une image puis d'être vraiment comme la tête pensante de tout ça. Tu sais, comme comédien, souvent, on arrive, le texte est écrit, là, il y a le réalisateur, il y a le producteur, tu sais, je veux dire, il y a comme une grosse équipe, ce qui fait qu'on reste on est un maillon, en fait, de la chaîne. Tu sais. Tandis que comme photographe,
Ce que j'aime, c'est que ça me permet de vraiment sortir exactement ce que j'ai dans la tête puis d'y arriver. Nécessairement, il y a des gens qui nous aident tout au long du processus, mais ça reste qu'en bout de ligne, c'est comme j'ai des décisions qui sont plus, comment dire, euh, je peux avoir un plus grand contrôle, mettons, sur les décisions globales du projet que je pilote. Mettons qu'on extrapole, là, on donne des moyens, mettons, à la télé, au cinéma québécois. Je pense que genre un rôle, je sais pas, de super-héros, mettons, là, comme. Puis ça, c'est peut-être le petit gars en moi qui parle, là, mais une espèce de Superman ou quelque chose de même, là, où j'aurais à faire comme des propres cascades, puis des trucs, puis quelque chose d'assez physique, là, ça me ferait vraiment triper. Ou sinon, tu sais, dans un autre ordre d'idée, d'aller dans quelque chose de plus, de vraiment plus, mettons, vulnérable ou sentimental, tu sais, de quelque chose d'un peu plus fragile, je dirais. Souvent, on va m'appeler pour des rôles qui ont une certaine force, qui ont c'est ça, une certaine force qui fait que ça pourrait être le fun d'aller justement complètement dans l'inverse puis d'aller dans quelque chose de très sensible et très fragile. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Madame Roxane Gariepi qui fait partie de l'Institut de coiffure à domicile du Canada. Donc bonjour Madame Gariepi. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien vous-même? Oui, merci. En fait, vous avez créé des nouveaux produits de coloration professionnelle à faire à la maison qui s'appelle Go Brenda. Oui. Premièrement, pouvez-vous me parler un peu de l'entreprise? C'est quoi l'Institut de coiffure à domicile du Canada? Oui, nous, on est une entreprise de coiffure mobile, c'est-à-dire que toutes nos coiffeuses desservent le Québec. Okay. On est plus de 400 coiffeurs membres à travers le Québec. Donc, nous, on déplace le salon à la maison pour des gens qui sont dans l'impossibilité de se déplacer en salon. OK, parfait. Donc, on donne tous les services qu'on peut avoir en salon coiffure, mais à la maison. OK. Donc, en temps normal, hors pandémie, on donne un service à domicile. Donc, c'est pour ça qu'avec le deuxième confinement, on s'est dit pourquoi pas innover et pouvoir permettre aux gens, justement, d'avoir une coloration professionnelle directement livrée à la maison pour pouvoir continuer de faire leurs cheveux là, pendant le confinement. Parfait, oui. Parfait. Puis est-ce que vous pouvez me parler des nouveaux produits Go Brenda qui est la boîte à emporter? Oui, bien en fait, c'est une boîte professionnelle. Dans la boîte, nous avons tout ce qui est nécessaire là, pour faire la coloration à la maison. Vous avez un bol, un pinceau, vous avez une cape aussi, vous avez des gants, shampoing, conditionneur pour cheveux colorés et vous avez évidemment 2 applications de coloration. Donc ici, j'ai la boîte avec moi pour la montrer aussi en même temps. C'est une boîte comme ça que vous allez recevoir à la maison. Oui. C'est une boîte complète de tous les produits. Par la suite, il y a toujours possibilité aussi de racheter juste de la coloration et l'oxydant pour faire, moi j'appelle ça une recharge de produits à la maison. Donc, on a aussi des explications dans la boîte et vous avez un appel de technicienne directement par la suite pour vous donner la couleur évidemment à acheter là, parce que nous, on a un site internet que vous pouvez aller acheter directement, qui est le www.gobrenda.com. Mais quand vous allez acheter votre boîte, la technicienne en coloration va vous téléphoner pour pouvoir faire un suivi avec vous pour votre coloration. OK, parfait. Puis c'est ça, au niveau des couleurs de coloration, il y en a beaucoup disponibles. J'imagine qu'elles sont toutes disponibles. Oui, toute la gamme au complet est disponible. C'est pour ça que nous, on a mis aussi une charte là, sur notre site, mais on tient vraiment à ce que le suivi soit fait serré avec la technicienne en coloration pour pouvoir bien orienter les clientes. Ici, c'est des coiffeuses, par exemple, qui donnent le site Internet à sa cliente. Bien, on demande évidemment à la coiffeuse de faire très bien le suivi avec sa cliente aussi là, pour la coloration. Donc, là, il y a un très bon suivi. Il faut comprendre aussi que c'est de base. On ne vend pas de décolorant ni de changement capillaire. Il faut vraiment, c'est vraiment pour un dépannage et c'est une coloration qui est très simple à utiliser. OK. Parfait. Ça répond à mes questions. Puis, justement, tu sais, votre service, c'est des coiffures à domicile qui est présentement à l'arrêt, on s'entend à cause du COVID. Est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'il y a quand même des nouveaux projets en cours ou d'un autre style d'activité? Là, justement, vous êtes réinventé en créant les nouveaux produits Go Brenda avec un suivi téléphonique, mais est-ce qu'il y a quand même des projets de l'aide à domicile qui peuvent être faits à distance ou...
Ben en fait, pas vraiment, parce que c'est sûr qu'à distance, là, c'est vraiment, tu sais, la coiffeuse, c'est un métier de talent et c'est un métier d'art. On peut pas enseigner là, à une cliente à se faire une coupe de cheveux à la maison. On veut pas non plus dénigrer le métier. Ce qu'on veut, c'est de garder en vie, justement, avec les boîtes. On vend un produit et non pas un talent. Donc, c'est sûr que le suivi téléphonique avec nos propres clientes nous garde un lien aussi avec elles, avec leur coloration, mais c'est sûr que côté service, nous, c'est vraiment la coiffure qu'on donne comme service à domicile. Là, on a très hâte de pouvoir commencer à exercer, même que beaucoup de gens maintenant qui prennent le service à domicile. Beaucoup. OK, parfait. Puis c'est ça, j'ai vu aussi que vous allez dans les CHSLD, puis ça aussi... Oui, CHSLD, hôpitaux, des résidences aussi. Donc, on dessert vraiment tout. On est adapté aussi là, pour les gens qui sont en chaise roulante, des shampoings alité. Nos coiffeurs sont vraiment adaptés là, pour tout ce genre de clientèle-là. Donc, les petites madames sont très contentes de pouvoir avoir le service à la maison. Puis aussi, c'est une différente approche quand on va à la maison. Hein. On se crée un lien qui est différent qu'en salon de coiffeur. On rentre dans l'intimité des gens, donc c'est pas la même approche. Puis c'est vraiment c'est une belle sphère de la coiffure, je vous dirais, à découvrir. C'est ça, donc c'est ça. C'est autant dans des CHSLD résidences que privées, là, dans des maisons, des personnes qui demandent un service privé. Juste bien important de vous rappeler qu'on est aussi fermé pour les services de coiffure. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on exerce, mais non, on n'est pas un service essentiel à la maison, malheureusement. On devrait, mais on ne l'est pas. Donc, on ne peut pas exercer le métier, mais ne pas oublier que vous pouvez commander votre boîte sur www.gobrenda.com. La boîte se vend 75 $ plus taxes plus shipping. Okay. Donc, vous avez 2 applications dedans. Donc, c'est 2 fois. Donc, on divise par 2, c'est à peu près 35 $ le coût de la coloration. Donc, ça va nous faire plaisir aussi de répondre à vos appels. On prend quand même les appels, c'est pas fermé. Au 1-866-623-0001. Donc, on prend aussi vos questions. Tu sais, des fois, il y en a qui ont plus de questions par rapport aux boîtes. On prend les appels quand même. Puis pour la suite, dès qu'on peut réouvrir, ça va nous faire plaisir de venir donner le service à la maison. Parfait. Puis justement, si vous avez dit c'est à peu près 35, là, la coloration chaque, là, si je peux dire ça comme ça. Oui, exactement. On calcule, on divise par 2 du montant total. Il faut comprendre aussi que vous avez un 300 ml de shampoing, 300 ml de conditionneur que vous gardez. Un bol à coloration aussi, c'est pas des trucs jetables. Donc, ça revient pas cher là, au bout du compte, là, parce que vous gardez quand même le nécessaire par la suite. C'est ça, fait que quand on achète, exemple, juste la coloration sur le site web, comme vous disiez, des recharges, c'est à peu près ce prix-là, j'imagine. Le prix de la recharge qui comprend encore 2 colorations avec 2 oxydants, c'est 50 $ plus taxes plus de livraison. Parfait. Donc, vous gardez tout le reste à la maison. Oui, c'est ça, OK. Parfait. Bon, bien, parfait. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de M. Yves Germain, préfet de la MRC d'Autrey et maire de Saint-Didas. Donc, bonjour M. Germain. Bonjour, bonne année en passant, on oublie, il est encore temps de le souhaiter. Oui, c'est ça, bonne année 2021. Oui, on souhaite la santé surtout. Oui, exact, puis qu'on puisse pouvoir retourner un peu à semblant normal, si je peux dire ça ainsi. Tout à fait. Donc, vous allez bien? Oui, absolument. Vous-même? Oui, merci. Donc, mercredi passé, le 13 janvier, avait lieu la séance conseil municipal de la MRC d'Autrey. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés, dont le projet Autrey branché, la convention Accès Entreprises Québec et d'autres projets. Pouvez-vous nous parler un peu des points qui ont été abordés, des points importants que vous voulez nous parler? Oui, en fait, comme vous le constatez en regardant à l'ordre du jour, il y a beaucoup de ce qu'on appelle en bon québécois de poutine administrative dans une MRC. Donc, beaucoup des sujets ne portent pas vraiment à développement, mais il y en a quelques-uns, je pense qu'il serait intéressant que la population connaisse un petit peu plus. Dans le cas de notre appel d'offres pour l'équipement dans le projet d'Autrey branché, donc il s'agit du projet, un premier volet, en fait, qui vient de subventions gouvernementales qui nous permettent de mettre des centaines de kilomètres de fibre optique à travers le territoire. Et suite à ça, la MRC, du fait que le fil maître nous appartient à nous, tous les citoyens à travers la MRC, on va louer ces fils-là pour des partenaires qui peuvent être Cogeco, peu importe, des gens du territoire, ça peut être des petits plus indépendants ou même des belles de ce monde,
qui vont connecter les citoyens. Mais pour ce faire, il faut que la MRC installe des équipements, des boîtes de connexion pour que les partenaires puissent venir se connecter. Donc, c'est le but de l'appel d'offres qu'on fait actuellement pour être capable de compléter notre réseau là, actuellement dans le volet 1 d'eau très branchée. Donc, on parle de plusieurs millions de dollars d'équipements qui vont être installés d'ici les prochains mois là, sur le réseau. Donc, c'était le but de la résolution. La parenthèse que je ferais aussi, je pense qu'on a un défaut dans la MRC d'Autrey, c'est qu'on ne se vante pas assez de nos bons coups. On a reçu, en fait, des félicitations du bras droit du premier ministre, là, qui est un député assez connu à l'Assemblée nationale, qui, lui, s'occupe effectivement du dossier de la fibre optique au Québec, en nous disant noir sur blanc que le modèle d'affaires de la MRC de Dautrey était le modèle à suivre au Québec pour les MRC. Donc, c'est pas peu dire. Donc, je rends grâce et hommage à tous ceux qui ont précédé, ceux qui nous ont précédés là, comme élus et comme gestionnaires là, dans tout ce qui a trait à la fibre optique dans Dautrey depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, on a pris la bonne façon de faire et on a pris l'approche de concertation avec les gens du milieu, avec les compagnies déjà présentes, et ça paye, ça porte fruit parce que nos dossiers avancent rapidement actuellement. Okay. Donc, c'était un point très positif sur lequel il faudrait insister. Là, les gens, vous pouvez être fiers de ce qu'on a fait dans Dautrey. Parfait, oui, merci. Ensuite, il y avait la Convention Accès Entreprises Québec, qui a eu aussi qui a été un sujet abordé. Il y avait aussi un dépôt du projet Appui aux organismes de la MRC. Oui, en fait, c'est une initiative du Conseil des maires là, depuis le début de la COVID, en mars dernier, lorsqu'on s'est aperçu que nos organismes qui viennent en aide à la population allaient être submergés de demandes, allaient avoir sûrement des difficultés à se financer, allaient avoir une difficulté à avoir des bénévoles. Donc, il allait avoir des coûts additionnels à tout ça. Et ces coûts-là, en grande partie, étaient couverts par différents programmes gouvernementaux. Okay. Il y en avait certains qui n'étaient pas couverts et que ça affectait beaucoup la capacité des organismes à rendre leur offre de services pertinente. Donc, pour aider aux organismes à continuer à fonctionner et à accepter le flux additionnel de demandes, le Conseil des maires, à l'époque, avait décidé de prendre à même notre fonds régional qu'on reçoit du gouvernement pour nos développements, un 100 000 $ qu'on mettait dans un fonds spécial, géré par un comité dont je fais partie, et qui recevrait les demandes des organismes pour différents financements, que ce soit même des paniers de Noël. On en a donné un peu l'an dernier, là, les organismes avaient une demande accrue. On avait des demandes pour du matériel, pour des locaux qui devenaient nécessaires à cause de la COVID. Donc, le 100 000 $ a été complètement utilisé l'année passée. Et cette année, on a remis un 50 000 $ là, pour le court terme, là, pour continuer à venir en aide aux organismes. Donc, en fait, c'est la preuve que la MRC se soucie là, du bien-être des citoyens là, à tous les niveaux. Parfait. Donc, mettons, c'est 150 000 si on fait au total. Là, si vous avez 100 000 plus un 50 000... C'est pas rien parce que beaucoup d'organismes ont apprécié l'effort qu'on a fait et puis ça a permis de continuer beaucoup de services qui n'auraient peut-être pas eu lieu sans ça. Parfait. Est-ce que vous avez quelques noms d'organismes à qui vous avez donné ou c'est vraiment... c'est ça? Bon, il y en a, c'est général. Là, il y en a beaucoup, c'est des organismes majeurs au niveau des comptoirs alimentaires, par exemple, au niveau... que ce soit à Berthier, que ce soit à Sainte-Geneviève, je pense à des municipalités, je n'ai pas tous les noms des organismes en tête, là, ou Saint-Gabriel-de-Brandon, en fait, toutes les municipalités ou les secteurs ont des organismes qui ont profité. Je pense à je pense que l'entraide des femmes, je pense de Saint-Gabriel, par exemple, ou les comptoirs d'Émilie, ou les comptoirs de bénévoles de Berthier, par exemple, qui ont profité là, pour soit louer des locaux, additionner des locaux, acheter des containers, des choses que les programmes gouvernementaux ne fournissaient pas, mais qui étaient quand même vitales pour la prestation de service là, de l'organisme. Donc, je pense qu'il y a une vingtaine d'organismes en tout et partout, là, sinon plus, qui ont bénéficié là, de subventions.
OK, parfait. Puis là, j'imagine que l'autre point qui était tout de suite après, c'était l'octroi de subventions. Donc, j'imagine que ça allait avec... En fait, oui. En fait, le dépôt, c'est que c'est un peu comme si la MRC s'autorisait le droit de dépenser sa propre argent. Là, c'est des poutines légales. Parfait. Puis, bon, le 50 000, c'est qu'on s'est octroyé 50 000 dans ce budget-là. Donc, c'est un sujet double, là. Parfait. Puis sinon, il y avait aussi une entente avec le ministère de la Culture et des Communications pour le programme en patrimoine immobilier. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, en fait, c'était suite aux avancées du ministère depuis l'an passé où ils ont additionné des budgets pour venir en aide aux municipalités et aux individus à travers de programmes municipaux pour être capable de maintenir des bâtiments là, patrimoniaux. Donc, je ne rentre pas dans tous les détails du programme parce que c'est assez complexe, sauf que ça vient, je dirais, clore le dossier à l'effet que la MRC est un peu le maître d'œuvre là, du programme comme tel. Donc, reçoit les demandes, doit s'assurer que c'est conforme et on agit à titre de courroie de transmission avec les municipalités. Donc, les municipalités, on a regroupé les demandes des municipalités qui en ont fait à travers les différentes, je dirais, nécessité du programme en question. Donc, on les a validés. Puis là, il faut signer une entente commune qui va venir sceller ces sommes-là avec les municipalités concernées. OK. Donc, encore là, c'est administratif, mais ça démontre là, que la MRC est impliquée là, toujours dans les dossiers qui concernent la municipalité. Donc, la MRC n'est pas le maître d'œuvre, mais elle vient un peu faire en sorte de faire le lien entre le gouvernement et les municipalités locales. OK. Parfait, je comprends. Bon, compte tenu de la situation où on ne peut pas avoir de public lors de nos séances, il faut que les gens comprennent qu'ils peuvent toujours poser des questions via le site Internet. Ils peuvent envoyer des courriels à la MRC en posant des questions pour un prochain conseil, par exemple. Donc, ce serait important là, que les gens sachent ça et on va leur répondre de vive voix là, dans l'enregistrement. Pouvez-vous nous parler un peu, il y a eu un plan de l'agriculture durable, donc parler un peu de ce plan-là? Oui, le plan d'agriculture durable est probablement en réponse à la commission sur les pesticides qu'il y a eu, où le CREL, le Conseil régional de l'environnement de la Naudière, en fait, on a fait un mémoire au nom du regroupement national des conseils régionaux de la Naudière. Moi, je suis responsable du comité agriculture au niveau national. C'est vraiment intéressant parce que c'est la première fois que le gouvernement parle de transition vers des modèles agricoles durables, donc moins dépendants des pesticides et plus résilients. Et il y a des mesures concrètes, vraiment, ça ressemble beaucoup à nos positions en tant que regroupement national des conseils régionaux de l'environnement de la Naudière. On a des moyens, des cibles et des indicateurs très, très clairs. On veut réduire l'usage des pesticides et en même temps leurs risques sur la santé et l'environnement. On veut améliorer la santé et la conservation des sols. Améliorer la gestion des matières fertilisantes, ce qui va protéger mieux par l'effet même les cours d'eau. Et on veut améliorer la biodiversité. Donc, il y a beaucoup de mesures intéressantes dans ce plan-là. Oui. Parfait. Puis, il y a plusieurs aussi moyens pour arriver à ça. Est-ce que c'est des moyens qui sont suffisants? Est-ce que vous pensez que, justement, c'est les moyens vont fonctionner, si je peux dire ça comme ça? Il y a beaucoup de moyens qui vont dans le même sens que nos recommandations. Donc, oui, mais je pourrais peut-être aussi ajouter les trucs qui pourraient être bonifiés selon nous. C'est excellent de vouloir rétribuer les bonnes pratiques agro-environnementales. C'est un peu le principe du pollueur-payeur ou aussi l'internalisation des coûts. Parce que le bio coûte plus cher, mais c'est parce que le pas bio, on n'a pas internalisé les coûts sociaux et environnementaux des pesticides et autres pratiques. Donc ça, c'est très intéressant. Ça sert d'incitatif aussi en même temps. On veut développer les connaissances par la recherche, mais après ça aussi, on veut transférer ces connaissances-là avec plus de formation et d'accompagnement. Ça, c'est des super bons moyens. Si jamais ce n'est pas suffisant, nous, ce qu'on recommande, c'est une taxe sur les pesticides. Pendant la commission sur les pesticides, il y a un économiste qui a mentionné qu'une taxe qui irait dans ce sens-là, entre 10 et 15 %,
nuirait même pas à la compétitivité du secteur agroalimentaire. OK. Donc, ça serait dissuasif en plus de financer les bonnes pratiques. Ça serait notre suggestion de bonification si les moyens financiers ne sont pas suffisants. Ensuite, on s'attaque à la crédibilité, l'objectivité, la fiabilité, la responsabilité de la recherche. Là, on va élaborer une politique avec un comité qui va se pencher là-dessus. Donc ça, c'est excellent. On va moderniser la loi sur les agronomes. Ça aussi, on est content de ça. Ça fait longtemps qu'au niveau national, on demande à ce que les services conseils soient indépendants de l'industrie. On va aussi amener une traçabilité des actes agronomiques. Donc, les prescriptions de pesticides, par exemple, mais aussi les autres conseils. Ça, c'est super. Ce qui manquerait peut-être dans nos recommandations à la commission, c'est que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une idée des pesticides qui sont utilisés au travers du territoire, sans cibler les agriculteurs. Là. On ne veut pas savoir si c'est notre voisin qui est pas tel pesticide, là, mais juste pour des fins de recherche et de suivi. Et là, si on voit, par exemple, qu'un trouble de santé est associé à un pesticide donné sur des territoires précis, bien là, on pourrait se doter d'un plan d'intervention. Disons, on met un moratoire sur ce pesticide-là, on fait les études en conséquence, on trouve des alternatives, puis après, bon, on peut voir, c'est compliqué parce que souvent, comme les cancers, c'est multifactoriel, ça peut être plein de choses. Mais tu sais, si on note qu'il y a 2 fois plus d'otites en milieu agricole qu'en milieu non agricole, comme on a vu en Californie, ben ça allume quand même une cloche qu'il y a quelque chose à valider. Ensuite, ce qui est super bon, c'est qu'il y a des mesures là-dedans qui vont permettre une adaptation et la lutte au changement climatique. Comme par exemple, on veut augmenter la matière organique dans les sols. Donc ça améliore la santé des sols, mais du même coup, les sols, ils captent plus de carbone. Donc, c'est un moyen de lutte au changement climatique. On veut doubler les superficies aménagées avec des haies de brise-vent et des bandes riveraines. Donc là, on vient améliorer la biodiversité. Plus il y a de biodiversité, on amène aussi souvent des prédateurs, des ravageurs de culture. Donc, on vient réduire l'usage de pesticides. Du même coup, aussi, on capte plus de carbone, etc. Donc, il y a des bénéfices à différents points de vue. On crée des corridors fauniques, etc. Comme indicateur, on va avoir aussi l'indice de qualité de l'eau, l'indice de santé BENTA, qu'on appelle. Donc, ça, c'est bien aussi qu'on se dote d'indicateurs précis pour savoir si on réussit notre plan. Nous, moi, je me disais, au début, là, en 2009, les conseils régionaux de l'environnement ont commencé à dire, ben, imaginons un Québec sans pétrole. Ça avait l'air de quoi? Ça avait l'air farfelu il y a 11 ans, il y a 12 ans. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait que c'est ça qu'il faut faire, c'est vers là qu'il faut s'en aller. Là, ce qui n'est pas clair, c'est si le gouvernement, quand il parle de transition vers des modèles agricoles durables, nous, ce qu'on voit, c'est que les grandes monocultures, nécessairement, sont plus dépendants des pesticides. Il y a de plus en plus de grandes monocultures dans le bio. Il y a des techniques qui se développent, c'est intéressant. Mais pour être vraiment efficace, il faut de plus en plus diversifier notre agriculture avec des modèles peut-être un peu plus petits, plus à l'échelle humaine. Donc, c'est pas clair encore, c'est pas nommé textuellement dans le plan d'agriculture durable, mais nonobstant, c'est vraiment une grande avancée pour le Québec, ce plan d'agriculture durable-là. C'est quoi un aire protégée pour ceux qui ne le savent pas? Oui, une aire protégée, c'est un territoire ou un espace géographique clairement défini qui sert à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique. Donc, tant au niveau de la diversité des espèces, mais de la diversité génétique, qui va assurer une santé pour les espèces. Ça va servir aussi à protéger des ressources naturelles et culturelles, les services écosystémiques, donc les services que la nature nous rend. Donc, par exemple, filtrer l'eau, régulariser les niveaux d'eau qui prévient les inondations et qui nous garantit aussi un approvisionnement en eau tout au long de l'été, filtrer la pollution de l'air, capter le carbone, etc. Puis il y a tout l'aspect aussi
qui est en lien avec l'accès à la nature qui nous procure un bien-être physique et mental. Donc, c'est bon pour la santé humaine, finalement. Oui. Parfait. Puis ça, c'est ça, là, d'après ce que j'ai compris, il y a eu ça aussi, il y a eu un plan sur les aires protégées. Il y avait une cible à atteindre. Est-ce qu'on l'a atteint ou est-ce qu'on est en voie de l'atteindre, si je peux dire ça comme ça? Des fois, c'est ça le... On a atteint le 17 d'aires protégées, qui était la cible que le gouvernement s'était donnée. Okay. Le seul bémol, c'est qu'il manque de représentativité plus dans le sud de la Naudière. On ne sait pas encore pourquoi exactement, mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas terminé. Le gouvernement va se fixer de nouveaux objectifs. Probablement qu'on veut tendre vers le 30 Okay. Là, il va falloir faire attention parce qu'il y a différents niveaux de protection dans les aires protégées. Donc, tu sais, il faut quand même avoir plus d'aires protégées à haut niveau de protection. Okay. Le travail devrait se poursuivre. Donc, on espère qu'on va venir combler plus au sud. Il faut savoir, par exemple, que dans le sud de la Naudière et du Québec, il y a beaucoup plus de terres privées que publiques. Donc, c'est beaucoup plus difficile de protéger du territoire milieu privé. Il faut que ça soit sur une base volontaire. Ouais. C'est pour ça que des organismes comme la Fiducie des écosystèmes de la Naudière existent. Les propriétaires qui voudraient faire don ou protéger à perpétuité leur milieu naturel. Il y a ces outils-là qui existent, mais c'est quand même plus compliqué. Et la pression est beaucoup plus forte dans le sud avec l'urbanisation, par exemple. Effectivement. Effectivement. Puis si on parle au niveau, justement, du nord dans la Naudière, ça ressemble à quoi? La plupart des terres publiques dans la Naudière sont dans la MRC de Mataouini. On avait déjà 14 de la MRC qui était sous protection. Okay. Là, on a un comité sur les aires protégées, mais dans la Naudière, on avait 10,5 Okay. d'aires protégées. Donc, on voulait se rendre à 12. Okay. Et pour ça, il fallait se rendre à 215 km². OK. Là, le ministère de l'Environnement nous a donné, on avait un bel éventail, on avait un total de 700 km² qui était proposé par le ministère et non les citoyens, pour rappeler à l'ordre un peu notre ami Richard Desjardins qui a fait une petite erreur dans une de ses lettres ouvertes. Parfait. Puis le comité s'est penché sur cet éventail-là, puis il faut tenir en compte aussi le développement durable. Il y a des facteurs environnementaux qui sont prioritaires, mais après ça, on essaie de concilier les besoins sociaux et économiques. Okay. Donc, on s'est tous entendus avec les forestières, puis on a recommandé 173 km². OK. Cependant, le gouvernement il a retenu seulement la forêt Waro avec 54 km². Fait qu'il y a comme un 119 km² qui n'a pas été retenu. Fait que ça, c'est sûr que c'est décevant parce qu'on a travaillé fort pour réussir à s'entendre puis à proposer quelque chose. Mais le gouvernement nous a dit, inquiétez-vous pas, c'est pas la fin. Le gouvernement travaille à de nouveaux objectifs. Puis on va utiliser ces recommandations-là pour atteindre les nouveaux objectifs que le gouvernement va finalement revoir, réviser à la hausse. C'est ce qu'on comprend. OK. Nous allons recommencer avec le plan pour une économie verte 2030 qui a été annoncé récemment par le gouvernement du Québec. Pouvez-vous résumer, en fait, c'est quoi ce plan-là? Oui, en fait, c'était censé s'appeler un plan de lutte au changement climatique au départ. Okay. Donc, fondamentalement, on va parler de lutte et d'adaptation au changement climatique, mais c'est intéressant pour la compréhension de plusieurs de parler d'économie verte. C'est très intéressant. C'est la première fois qu'on met autant d'argent au Québec dans la lutte pour le changement climatique. Et on englobe pas mal tous les éléments qui sont essentiels. On s'attaque au transport, principal émetteur de gaz à effet de serre. On mise beaucoup sur l'électrification, mais il faut aussi combiner avec les autres modes de transport, là, parce que l'électrification n'arrête pas les problèmes de congestion routière et l'accès aussi au transport aux personnes défavorisées, etc. Donc, il faut combiner avec un aménagement du territoire qui est judicieux, qui densifie avec les services à proximité pour que les gens puissent davantage se déplacer à pied ou à vélo, par exemple.
Et sur la mobilité durable, donc la mobilité durable, c'est la réduction de la dépendance à l'auto-solo, c'est le transport actif qui est sécuritaire pour que les gens se sentent en confiance à se déplacer en vélo sur nos routes. C'est un transport collectif et partagé, comme par exemple le covoiturage. D'ailleurs, on a une belle plateforme dans la Naudière qui s'appelle Embarque la Naudière. Vous voyez ici à l'arrière, oui. qui combine tous ces moyens de transport-là avec point origine-destination et ça vous donne des options possibles pour vous déplacer. OK. On veut donc des milieux de vie sobres en carbone. Le transport des marchandises est inclus. Très intéressant aussi. Favoriser l'achat local, des circuits courts. Les circuits courts, c'est éliminer certains... c'est comme si je veux vendre directement mon épicerie au lieu de passer par un réseau de distribution plus complexe qui amène plus de transport, par exemple. On veut des actions pour les industries, le chauffage des bâtiments, dans le fond, les processus industriels, là, qui demandent beaucoup d'énergie. Le chauffage des bâtiments, des mesures en foresterie, en agriculture, et aussi on invite beaucoup les municipalités à prendre part à l'action. Il y a différentes mesures, des réglementations, des campagnes de promotion, il y a toutes sortes de choses aussi comme l'exemplarité à l'interne pour une municipalité qui peuvent être des trucs à adapter quand même assez aisément dans la plupart des cas. On parle aussi d'adaptation au changement climatique parce qu'on n'aura pas le choix de s'adapter. Par exemple, quand on construit des ponts, des routes, des bâtiments, on veut tout de suite intégrer les bonnes mesures pour qu'ils soient adaptés au changement climatique qui vont s'accentuer avec le temps. On parle de protection des milieux naturels. Les milieux naturels sont importants, c'est des puits de carbone, ils captent du carbone, puis ils nous aident aussi à s'adapter au changement climatique, par exemple en réduisant les îlots de chaleur. Oui. Ce qui est bien intéressant aussi, c'est l'exemplarité de l'État pour mobiliser. Ça, c'est vraiment bien que ça soit inclus. Okay. On dit souvent, nous, municipalités, donnez l'exemple pour que vos citoyens embarquent aussi dans les comportements que vous voulez qu'ils adoptent, par exemple en gestion des matières résiduelles. L'éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté essentielle pour changer les comportements. Il faut éduquer, mieux informer la population. Le processus d'amélioration continue est essentiel aussi. On veut revoir l'atteinte des objectifs tous les 5 ans et ça va être nécessaire là, parce que pour l'instant, on n'atteindra pas les cibles avec ce qu'il y a là, mais on veut s'améliorer. On se donne une place pour ça. Fait que ça, c'est bien. Reddition de comptes avec un bilan public annuel. Donc, on mise aussi sur la transparence. Donc, les objectifs de réduction, c'est de 37,5 % en 2030. Et la carboneutralité en 2050, ça aussi c'est une première, vraiment intéressant. Et on va interdire les véhicules à essence en 2035. Donc, croyez-vous que c'est réalisable, tu sais, justement, là, vous dites que l'atteinte de la cible, on ne l'aura peut-être pas, là, mais croyez-vous quand même que c'est réalisable éventuellement faire ça? C'est réalisable dans l'optique où chaque 5 ans, le gouvernement se rajoute des moyens avec des indicateurs et des cibles. C'est réel. Là, l'autre bémol aussi, je suis d'accord avec d'autres groupes environnementaux, l'éco-fiscalité est comme insuffisante. On veut beaucoup encourager les bonnes actions, mais on hésite à pénaliser. Par exemple, mettre une taxe supplémentaire sur les VUS, etc. Ce qu'on comprend, ce que le gouvernement dit, c'est qu'ils ne veulent pas pénaliser, par exemple, les gens pour qui c'est nécessaire pour le travail ou les grandes familles. Parce que ces véhicules-là, l'électrification n'est pas rendue à point pour eux. Okay. Donc, c'est quand même correct qu'on se donne le temps là, que la technologie évolue et tout ça avant d'y arriver. Mais éventuellement, je pense qu'il va falloir quand même resserrer la vis un peu au niveau du principe du pollueur-payeur. Donc, c'est sûr que pour que ça fonctionne, il faut quand même que toute la société civile s'implique. Les citoyens, les entreprises, les municipalités, les institutions. Il faut vraiment que tout le monde prenne part à l'action. On a demandé au gouvernement d'agir. Là, il nous met un plan. Il faut que tout le monde embarque. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que
puis bientôt, on va avoir le Forum de l'action climatique, justement pour donner des moyens d'action aux intervenants. On va parler un peu du Forum national de l'action climatique. C'est le premier forum national qui va avoir lieu en janvier, plus précisément du 25 au 29 janvier. La programmation est sortie la semaine passée, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous en parler un peu? En fait, ça va être quoi le forum puis la programmation? Oui, en fait, là, vous pouvez aller voir sur le site Internet du CREL, notre Facebook ou du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement pour voir la programmation plus détaillée. Mais les faits saillants, c'est chaque journée, du 25 au 29 janvier, il y a un thème différent. Donc, le lundi 25, on va parler du plan pour une économie verte 2030 avec des moyens financiers, etc. On va avoir une allocution du ministre Benoît Charette en début, qui est le ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Le 26, le lendemain, on parle d'électrification et énergie propre. Donc, on va avoir le ministre Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Puis après, c'est qu'il y a des spécialistes qui viennent commenter et avec des initiatives qui sont porteuses. Donc, c'est vraiment comme une sorte de boîte à outils, thème par thème. Le 27, c'est la mobilité durable. Je vous ai parlé d'Embarque la Naudière. Nous, on a été l'initiateur de cette plateforme-là, mais par la suite, il y a d'autres conseils régionaux de l'environnement qui ont embarqué aussi. Donc, ça va être présenté, cette plateforme-là, pendant cette journée-là. Parfait. Le 28, c'est les milieux naturels et infrastructures vertes. Là, je vais mentionner Jérôme Duprat. Je pense que certains le connaissent. C'est le bassiste des Cowboys fringants, mais c'est aussi, surtout dans ce contexte-ci, un professeur en économie écologique à l'UQO et chercheur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Donc, c'est vraiment une sommité au Québec, là. Puis c'est un Lanaudois. En plus. Je voulais le mentionner. Et on finit le 29 janvier avec l'aménagement durable du territoire, qui est un outil super important pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Donc, on va avoir une allocution de la ministre André Laforêt, Affaires municipales et habitations. Toujours, on a des allocutions au début, puis par la suite, on a vraiment des tables rondes, puis les gens vont pouvoir interagir aussi avec les spécialistes. Donc, c'est vraiment un forum pour passer à l'action face au changement climatique. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va inviter les citoyens justement à être là. C'est ça, tout le monde peut y aller? Tout le monde peut participer. C'est sûr qu'on vise principalement les entreprises, les élus municipaux, les employés municipaux, les institutions, tous ceux qui sont plus décisionnels pour passer à de plus grandes actions, si on veut. Mais les citoyens sont les bienvenus parce que plus les citoyens ont de connaissances aussi, plus ils peuvent aller influencer leur employeur, leur municipalité, etc., à amener ces actions-là, une fois qu'on les connaît. Dans le fond, en environnement, les solutions existent, il suffit de les appliquer. Donc, il faut commencer par les connaître. Exact, c'est ça. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas les appliquer, effectivement. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Bonjour à toutes et à tous. Je suis Chloé Lemont en compagnie de Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Donc, bonjour, Monsieur Perron. Bonjour, Madame Lemont, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Tout à fait, tout à fait. On tient la route. Donc, il y a les priorités des 32 bloquistes qui ont été dévoilées à l'aube de la rentrée parlementaire. Pouvez-vous me parler des 5 priorités
principales, si je peux dire ça comme ça, là, qui vont avoir lieu dans votre rentrée parlementaire? Oui, bien, avec plaisir. En fait, on a identifié, premièrement, on a lancé notre thème de rentrée, fiable et fier. On considère que suite à ce qu'on avait promis aux gens en 2019, on était très fiables dans la livraison de la marchandise, puis de fiers représentants du Québec, fiers d'avoir accompli ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Dans les priorités pour la rentrée parlementaire, en fait, on a une grande priorité globale qui est la gestion de la pandémie, finalement, parce qu'on est dedans, puis il faut fermer ce dossier-là, si on peut le dire ainsi. Et là-dedans, il y a différentes thématiques. Le premier point, c'est l'approvisionnement en vaccins. Alors, vous savez que, n'eût été de nos pressions politiques très fortes avant les fêtes, on n'aurait pas eu de début de vaccination. Ça aurait commencé seulement en janvier 2020. Là, ça a été accéléré. Par contre, ça vient de s'arrêter. On a une problématique avec la compagnie de Pfizer. Alors, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé et comment ça se fait que nous, c'est des délais d'un mois, alors qu'en Europe, c'est une semaine. Je pense que c'est quelque chose de pas normal là-dedans. Puis évidemment, c'est une priorité, la vaccination, parce que c'est ce qui va nous permettre de sortir de cette histoire-là. Le deuxième point, c'est le contrôle des frontières. Parce que, bon, l'idée ici, c'est pas de condamner les gens qui sont allés en voyage jusqu'à maintenant, là, mais la logique fait rapidement comprendre qu'il y a une contradiction entre le message de Québec et le message d'Ottawa. Et les efforts que le gouvernement du Québec fait pour contrôler la pandémie puis la propagation, puis le peu d'action qui se fait concrètement à Ottawa au niveau des frontières. On se rappellera, l'année dernière, la fermeture des frontières, c'était extrêmement long. La fameuse passoire du chemin Roxham, ça a pris une éternité avant qu'on la ferme. Ça a provoqué évidemment des contagions. Encore à l'automne, quand il y a eu la découverte d'une nouvelle souche en Grande-Bretagne, ben, il a fallu qu'on le demande, puis ça a pris 3 jours de plus que tous les pays du G7 pour qu'on ferme les frontières au vol aérien de la Grande-Bretagne. Ça, c'est... En français, on appelle ça du laxisme. Ça. Et là, on dit aux gens, on vous recommande de ne pas voyager à l'extérieur, mais on arrive à la semaine de relâche. Et c'est seulement une recommandation. On sait fort bien qu'il y a des gens qui vont le faire. Et nous, on pense qu'il faut interdire les voyages qui ne sont pas essentiels là, pour le moment, jusqu'à temps qu'on redescende dans un niveau de contagion qui sera acceptable et gérable. Parce que ce qu'il faut garder en arrière-plan, c'est toujours la capacité d'absorption de notre système de santé, qui maintenant est au bord de l'éclatement, là, encore au moment où on se parle. Donc, c'est pas d'être plate, c'est d'être réaliste. Si je continue dans nos priorités, on a le soutien aux aînés aussi. Ça date d'avant COVID. Là. Nous, dès le début de l'année 2019, on demandait en Chambre une indexation, une augmentation en fait, beaucoup plus qu'une indexation, là, une augmentation de 110 $ par mois pour la pension canadienne. Et on a crié haut et fort pendant la pandémie pour qu'il y ait un soutien. On a réussi de peine et de misère d'obtenir un versement unique d'à peu près 500 $, tout dépendant du revenu, c'est entre 300 et 500 $ que les personnes ont eu. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant parce que qui est touché le plus par cette pandémie-là, ce sont les personnes âgées qui sont les plus à risque, qui doivent rester chez eux, qui n'ont aucun contact social. On sait que le prix de l'épicerie augmente, on sait qu'il y a un paquet de choses qui augmentent et eux, ils ont moins de ressources. Donc, c'est pas acceptable. Ce sont les gens qui ont construit notre société. Quand on regarde le niveau de confort qu'on a aujourd'hui, bien, c'est de eux que ça nous vient. Mais la moindre des choses, c'est de s'en occuper convenablement. Puis on a les budgets pour le faire. Là. Donc ça, on va continuer. On ne lâchera pas le morceau là-dessus. On ne comprend pas, d'ailleurs, personnellement, là, mettons, on se met à jaser, là, je ne comprends pas l'obstination du gouvernement fédéral de ne pas vouloir faire ce geste-là. C'est extrêmement raisonnable, 110 $ par mois, c'est pas grand-chose. Puis cet argent-là, les personnes âgées ne vont pas le mettre à la banque, là. Ils vont le dépenser pour augmenter leur niveau de vie. Fait que c'est de stimuler l'économie en plus, en considérant le plan de relance. L'autre grand point, vous ne serez pas surpris que je vous parle de santé, j'en ai parlé tantôt, le transfert en santé. Le système de santé québécois est sous-financé de façon crasse et épouvantable depuis de très nombreuses années. Autrefois, le financement fédéral dans la santé, c'était 50 % des dépenses. Aujourd'hui, on est autour de 22 % puis ça descend tout le temps. C'est pas admissible. La santé est une compétence du Québec, mais la moitié de nos taxes et de nos impôts sont à Ottawa. Et c'est pour ça que nous, on est des indépendantistes au bout de la ligne, là, parce on pense que ce serait plus logique d'avoir un gouvernement qui contrôle tous ses revenus et qui gère ses services. Là, on est tout le temps pris pour aller quêter notre argent, pour pouvoir s'occuper de notre monde.
Mais il faut un changement rapide et majeur là-dedans, puisque les provinces demandent une augmentation raisonnable. Les provinces et le Québec se sont entendus pour faire des demandes communes au fédéral. Tout le monde comprend que c'est raisonnable. Il y a une personne puis un parti politique qui ne comprend pas ça, c'est le Parti libéral et Justin Trudeau. Fait que là, on va continuer la lutte. C'est une promesse formelle. Et sur la défense du français, évidemment, vous aurez remarqué durant la dernière année qu'on a ramené beaucoup à l'avant-plan le français à la Chambre des communes. C'est là qu'on voit la différence entre un Parlement fédéral où le Bloc québécois n'est pas un parti reconnu, puis un Parlement fédéral où le Bloc québécois occupe un point important. Depuis 8 ans, entre 2011 et 2019, on n'était pas reconnu, on avait beaucoup moins de temps de parole. Vous la voyez, la différence. Faites juste penser à ce qu'on a eu comme couverture médiatique, puis comme attention sur la langue française, entre autres, dans les derniers mois. C'est à ça qu'on sert, le Bloc québécois. Prendre la place du Québec, défendre nos intérêts. Alors, on va continuer ce travail-là. Puis le français, il y a des gestes très, très simples qui peuvent être posés. Nous, on a déposé d'ailleurs un projet de loi là-dessus, 2 projets de loi. Donc, ce qu'on veut, c'est l'application de la loi 101 aux entreprises sous juridiction fédérale sur le territoire québécois. M. Trudeau a l'air de se refuser à cette idée-là, puis il jongle avec l'idée de reformuler la loi sur les langues officielles de feu papa. Ils n'ont pas d'affaires là. La langue, c'est québécois, on va gérer nos affaires. Permettez-nous seulement d'appliquer cette loi-là aux entreprises fédérales sur le territoire du Québec. Puis l'autre chose qu'on a demandé, c'est de pouvoir exiger une connaissance minimale du français quand quelqu'un veut obtenir la citoyenneté canadienne en sol québécois. C'est la moindre des choses, parce que la société d'accueil, je veux bien croire que si tu es à Sarnia, en Ontario, tu fais ton serment de citoyenneté en anglais, tout est beau, mais si tu habites à Robertval, là, faire ton serment de citoyenneté en anglais, c'est un non-sens. 98% de la population va toujours te parler en français. C'est pas rendre service aux gens qui arrivent chez nous que de ne pas leur demander, de les inciter très fortement à avoir une connaissance minimale de la langue. On ne demande pas aux gens d'écrire une thèse de doctorat en français. Là. On leur demande d'être capable, dans la vie de tous les jours, d'utiliser des phrases utilitaires et d'être capable de se débrouiller dans la société. Fait qu'on pense que c'est très raisonnable, on va continuer la lutte là-dessus. Voilà, ça c'était nos priorités. Puis là, on est en train de jaser, vous me le dites si je parle trop, on est en train de jaser, de négocier avec les partis là, pour adopter aussi un vote électronique. Okay. Donc, il y a une nouvelle application qui a été mise en place par la Chambre des communes, mais évidemment, il faut que ce soit adopté par l'ensemble des partis. Pourquoi c'est important que ce soit à l'unanimité? Parce qu'on ne veut pas que si jamais il y avait des problèmes, on ne puisse plus revenir en arrière si il y a une des formations politiques qui considère que le droit démocratique de ses députés d'exercer son droit de vote est brimé. Donc, c'est important de prendre le temps comme il faut, puis de prendre le temps d'arriver à une entente unanime dans tous les partis. Mais on est bien confiant que ça va arriver sous peu. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis en compagnie de Chloé et on a décidé aujourd'hui de vous parler un peu de COVID. On ne vous achale pas trop avec ça au fil des semaines. On est comme à la mi-période du couvre-feu qu'on a commencé à faire depuis le mois de janvier. Et Chloé et moi, on va vous faire une petite mise à jour de la situation dans Dautrey, dans la Naudière, et vous parler des CHSLD, des écoles, tout ce qui touche un petit peu de la COVID. Donc, Chloé, si tu veux commencer, parle-nous un petit peu de ce qui se passe dans la MRC Dautrey au niveau du nombre de cas. Ça a beaucoup diminué depuis une semaine. Oui, effectivement, on est rendu à vraiment, pas beaucoup de cas, tout dépendant comment on voit ça, mais effectivement, ça a quand même beaucoup diminué. Donc, en date, là, on a les chiffres, nous, du 20 janvier 2021, qui sont par municipalité. Donc, dans la MRC Dautrey, on a 58 cas actifs. Puis, en fait, la ville qui en a le plus, c'est effectivement Lavaltrie avec 35. Et la ville qui suit, c'est Berthier avec 6 cas actifs. Sinon, dans la MRC Dautrey, c'est tout en bas de 5 cas, donc on n'a pas les chiffres exacts pour ça. Et la raison pour ça, pourquoi ils n'aimaient pas, c'est pour éviter la discrimination avec moins de 5 cas, pour éviter de stigmatiser, c'est ça le vrai mot, là, au niveau des personnes, parce que c'est peut-être plus facilement identifiable dans des petites municipalités. Exactement. Donc, je vais continuer avec la MRC de Joliette. Donc, pour la MRC de Joliette, ça a aussi beaucoup diminué. Donc, ils sont rendus à 118 cas actifs. Et bon, les 2 villes qui sont le plus touchées, c'est effectivement Joliette avec 29 cas. Encore là, ça a diminué parce qu'on était à 35 à peu près.
Et il y a Saint-Charles-Borromée qui est à 28 cas actifs. Donc après ça, ça varie à 21 pour Saint-Paul, 12 pour Cap-Prix, et le reste, c'est en bas de 5 aussi, ou 5 approximativement. Et il faut juste spécifier aussi que c'est selon les adresses postales des cas. Que ça ne veut pas dire que quelqu'un qui travaille à Berthier demeure à Joliette, donc fait partie des statistiques de Joliette, même si sa transmission, ces choses ont été faites à Berthier, c'est pas considéré comme quelqu'un de Berthier. Exact, c'est ça. C'est qu'on peut le voir aussi justement dans la région de la Naudière-Sud où il y a beaucoup de cas. Peut-être qu'effectivement, ils travaillent à Montréal, ils l'ont pogné là, ils reviennent dans notre région et leur adresse en fait est dans notre région. Donc, continuons avec les autres cas allons-y. MRC. Donc, Matawini, ils ont 38 cas actifs et en fait, c'est Rawdon qui en a 15 cas actifs. Le reste, c'est tout en bas de 5. Donc, pour Matawini, il va plutôt bien, si on peut résumer la situation. Et pour la MRC Montcalm, c'est 99 cas actifs. Et en fait, c'est Saint-Lin qui en a 44 et Saint-Jacques qui en a 14, Sainte-Julienne 10 et le reste, ça varie entre 8 et moins de 5. C'est ça. Donc, puis il nous reste aussi des MRC dans le bout de Terrebonne et des Moulins, c'est bien ça l'Assomption, qui sont je ne dirais pas la grosse problématique, mais on comprend que c'est vraiment proche de Montréal, que les gens travaillent à Montréal, qu'il y a peut-être plus de transmission. Exact. Je pense que c'est Dr. Lessard dans son point de presse du C3S qui disait justement que veut pas, le sud, quand Montréal augmente, ben le sud de la Naudière augmente. On voit qu'il y a 313 cas actifs dans la Naudière-Nord, tandis que dans la Naudière-Sud, ben, ça va à 857. Donc, on voit déjà qu'il y a une très grande différence entre les deux. MRC l'Assomption, c'est 348 cas actifs et c'est Repentigny qui en a 263, suivi de l'Assomption à 54. Donc, c'est vraiment là les deux plus gros éclosions. Puis, bon, MRC des Moulins à 477 cas, dont 358 à Terrebonne. C'est vraiment là qu'on voit l'hôpital en plus. C'est ça, c'est ça. Je vais me faire l'avocat du diable, parce que souvent, on a l'impression qu'on a des petits cas, des petits nombres de cas, et il faut faire un petit calcul mathématique. Qu'est-ce que peut-être nous dit moins M. Legault, M. Arruda, M. Dubé, quand ils font des calculs ou quand les gens regardent, la situation est encore critique dans la Naudière, dans la MRC, tout ça, parce qu'on parle de cas par 100 000. Que, si on a fait des petits calculs aujourd'hui par rapport aux statistiques, peux-tu nous les donner, Chloé? Oui. En fait, nous, on a fait les statistiques par rapport à la MRC d'Autrey, MRC Joliette et la Naudière en général. Donc, on n'est pas allé avec toutes les MRC. Mais exemple, la MRC d'Autrey, ça fait 137 cas actifs par 100 000 habitants. Donc, on disait que c'était à peu près 10 cas actifs par 100 000 habitants pour... 10 à 20, moi, c'est ça. 10 à 20 pour pouvoir sortir de la zone critique. Donc, on voit qu'on est encore loin de la zone critique. Loin de la zone de sensibilité. De l'objectif, on pourrait dire. Exact. Pour Joliette, c'est 168 cas actifs pour 100 000 habitants. Donc, encore là, pour la MRC de Joliette, on est encore loin de l'objectif. Et sinon, pour la Naudière en entier, c'est 243 cas actifs par 100 000 habitants. Donc, on va dire le beau mot, on est dans la merde encore pour un petit bout. Essayer de sortir du rouge, il faut travailler encore fort, c'est peut-être les choses. Maintenant, tu voulais parler, on a parlé des cas de façon générale. Maintenant, on parle dans les écoles parce qu'il y a plusieurs sujets. Ici, qu'est-ce qu'on a relevé, surtout dans la MRC d'Autrey, les cas sont présentement présents à la source d'Autrey, à la Norec. On parle aussi de la polyvalente Pierre de Lestage qui aurait quelques cas, donc, dans les descriptions que le gouvernement, encore là, ont produit dans les rapports qu'on a reçus en date du 20 janvier. Il y a les CHSLD maintenant, qu'il n'y a pas de cas, c'est bien ça? En fait, c'est qu'il n'y a aucun cas en situation critique ou sous haute surveillance dans la Naudière. Donc, c'est sûr qu'on a 2 CHSLD qui sont sous surveillance. Il y a aussi au niveau des RPA, il y en a une en situation critique puis une en situation de haute surveillance. Mais c'est tout dans la Naudière, c'est pas dans d'autres. C'est ça. Exact, c'est dans la Naudière. C'est ça. Vraiment là, les 2 que je dis en situation critique, là, c'est au niveau, c'est MRC probablement les Moulins, l'Assomption. C'est ça, exactement, dans ces coins-là. Bon, puis les RPA, c'est ça, il y en a environ 5 en situation aussi sous surveillance. C'est ça. Et là, M. Legault, tu voulais nous parler de la conférence de presse qui a été faite hier. On va faire un petit résumé, mais il y avait une bonne nouvelle, toutes les CHSLD ont été vaccinés. Oui, enfin, toutes les CHSLD sont vaccinés. Donc, il a annoncé hier à sa conférence de presse du 21 janvier. Donc, c'est ça, il a annoncé que la première dose, en fait, dans toutes les CHSLD a été donnée. Donc là, on est rendu 6
si on se fie au calendrier des priorités au personnel soignant, ensuite ça va être les RPA et ensuite on va continuer avec les priorités. Mais il y a aussi annoncé que justement on s'en allait dans la bonne direction. Mais c'est ça. Mais comme il dit, ça se peut qu'il continue encore. Ben, on a eu les chiffres. Si on se fie juste au pourcentage, le calcul statistique par 100 000, on n'est pas sorti du bois. Exactement. Bon, ben merci Chloé, puis on vous se reparle si on a d'autres choses. Merci.